Pendant la majeure partie de l'histoire moderne, l'Arctique était un mur, pas une route. La glace rendait le transport maritime commercial impossible. Les cartes de navigation s'arrêtaient là où commençait l'océan gelé. Le commerce entre l'Asie et l'Europe empruntait les mêmes routes mais aux routes méridionales à travers l'océan Indien. La mer Rouge et le canal de Suez, faute d'alternatives viables. Cette situation n'est plus d'actualité. Au cours des 40 dernières années, la banquise arctique estivale a considérablement diminué. Ces dernières années, la couverture de glace en fin d'été est tombée à environ 4 millions de kilomètres carrés, soit une baisse de près de 40% par rapport à la moyenne des années 1980. Ce changement n'a pas seulement modifié les prévisions climatiques, il a aussi discrètement ouvert un nouveau corridor au-dessus du globe. La Chine l'a perçu très tôt. En 2018, Pékin a officiellement intégré l'Arctique à son initiative des nouvelles routes de la soie et a introduit le terme de « route de la soie polaire ». L'idée était simple, si le commerce mondial dépend de quelques points de passage stratégiques. Vulnérable, la diversification est synonyme de sécurité. Et si une nouvelle route émerge en raison du changement climatique, la Chine souhaite s'y positionner au plus tôt. Lorsqu'on évoque la navigation arctique, l'image est souvent vague comme celle de navires errant dans les glaces au gré de la fonte. Or, la réalité est tout autre. Il existe des routes spécifiques avec une géographie définie, des règles établies et un contrôle politique. La compréhension de ces routes explique pourquoi la Chine concentre son attention sur l'une d'entre elles. La voie la plus importante est la route maritime du Nord, souvent abrégée en RMN. Elle longe la côte nord de la Russie depuis la mer de Bering à l'ouest jusqu'au détroit de Bering à l'est. De là, les navires pénètrent dans le Pacifique et poursuivent leur route vers la Chine, le Japon ou la Corée du Sud. On entend également parler du passage du Nord-Est. Il s'agit d'une appellation géographique plus large utilisée par les géographes. En pratique, lorsque les gouvernements et les compagnies maritimes évoquent des opérations concrètes, ils parlent de la route maritime du Nord. Il y a aussi le passage du Nord-Ouest qui traverse les îles arctiques canadiennes. Il paraît attrayant sur une carte, mais en réalité, il présente des eaux peu profondes, des chenaux étroits, des infrastructures limitées et des différends juridiques concernant sa souveraineté. Le transport maritime commercial y est quasiment inexistant. La Chine étudie la question, mais ne l'intègre pas à sa stratégie. Ainsi, lorsqu'elle évoque le commerce arctique, elle fait référence à la route maritime du Nord russe. Voici pourquoi cette route existe. En été, la banquise arctique recule suffisamment pour rendre navigables les eaux côtières d'une grande partie de la Russie. La partie occidentale près de la Norvège reste libre de glace la majeure partie de l'année grâce aux courants chauds de l'Atlantique. La partie orientale, quant à elle, est toujours fortement gelée en hiver. Mais durant les mois d'été, la glace s'amincit suffisamment pour permettre le passage de cargos brise-glace, souvent accompagnés de brise-glace. Ceci crée un corridor saisonnier. De juillet à octobre environ, les conditions permettent le transit commercial. En dehors de cette fenêtre de tir, la glace referme rapidement la porte. Cette saisonnalité explique pourquoi la route n'a pas connu un essor fulgurant du jour au lendemain. Le transport maritime est tributaire des horaires. La logistique mondiale craint l'incertitude. Un itinéraire praticable seulement une partie de l'année doit offrir des avantages considérables pour justifier les efforts déployés. Et sur le papier, c'est le cas. Comparée à la route méridionale via Suez, la route arctique est bien plus courte pour l'Asie du Nord-Est. De Shanghai à Rotterdam, la distance est réduite d'environ 250 milles nautiques. Depuis le Japon, la réduction peut dépasser 40 milles nautiques. Une distance plus courte signifie moins de carburant, moins de jours en mer et des coûts d'exploitation moindres. Mais la géographie n'explique que la moitié de l'histoire. Contrairement à Suez ou à Panama, la route de la mer du Nord n'est pas un canal international. La Russie la considère comme une voie de navigation nationale. Les navires étrangers doivent demander une autorisation, respecter la réglementation russe et souvent faire appel à des brise-glaces d'escorte russes. Moscou contrôle l'accès, les règles de navigation et les interventions d'urgence le long de cette route. La Chine l'accepte. Pékin ne conteste pas l'autorité russe sur ce point. En réalité, son fonctionnement repose sur l'accès plus important que la propriété.
Cette réalité politique explique en partie l'existence même de la route de la soie polaire. Il ne s'agit donc pas d'une libre circulation sur la banquise en train de fondre. C'est un corridor étroit contrôlé par l'État qui ouvre brièvement chaque année et dans lequel la Chine estime qu'il mérite des investissements à long terme, malgré ses limites. Alors pourquoi la Chine tient-elle tant à s'impliquer si tôt alors que la route reste difficile et saisonnière? À première vue, l'intérêt de la Chine pour l'Arctique paraît étrange. La Chine n'a ni littoral arctique, ni population arctique, ni rôle historique dans la navigation polaire. Pourtant, au cours de la dernière décennie, la Chine a investi des milliards de dollars, construit des brise-glaces, rejoint des institutions arctiques et bâti tout un concept commercial autour d'une route maritime praticable seulement quelques mois par an. Cela démontre qu'il ne s'agit pas de profit à court terme, mais de sécurité commerciale à long terme. L'économie chinoise repose sur le transport maritime. Environ 90% de son commerce en volume transite par voie maritime et la majeure partie de ce commerce passe par un petit nombre de points de passage stratégiques, Malabab el Mandeb et le canal de Suez. Ces routes sont situées loin des frontières chinoises et font l'objet d'une forte présence navale américaine. Du point de vue de Pékin, il s'agit d'une vulnérabilité. En cas de perturbation commerciale, de guerre, de sanctions, de blocus ou même d'accidents comme celui de l'Ever Given, la Chine en ressent immédiatement les conséquences. La route arctique offre une alternative, l'éloignement des zones de tension géopolitique. Les navires empruntant cette route maritime du Nord évitent totalement l'Asie du Sud-Est, l'océan Indien, le Moyen-Orient et la mer Rouge. Pas de zone de piraterie, pas de canaux étroits, pas de passage unique où un accident paralyserait le commerce mondial. Ce seul fait rend cette route attrayante, même si elle n'est praticable qu'une partie de l'année. Viennent ensuite les aspects financiers. Les coûts du transport maritime sont directement liés à la distance et au temps. Un voyage du Shanghai-Rotterdam via Suez dure généralement entre 35 et 45 jours. Dans des conditions arctiques rigoureuses, ce trajet peut être réduit à environ 25 jours, voire moins dans de rares cas exceptionnels. Un temps de trajet plus court signifie une consommation de carburant moindre, des coûts d'équipage réduits et une rotation des stocks plus rapide. En 2021, la compagnie maritime chinoise COSCO a effectué plusieurs traversées de l'Arctique et a annoncé avoir économisé des milliers de tonnes de carburant par rapport à la route du Sud. Ces économies sont significatives à grande échelle, mais le transport maritime n'est qu'un aspect de la question. La Chine considère également l'Arctique comme un corridor de ressources. L'Arctique russe recèle d'immenses réserves de gaz naturel, de pétrole et de minéraux. La Chine y est déjà fortement implantée. Elle détient 30% du projet Yamal-LNG, l'un des plus grands projets énergétiques arctiques au monde, et finance une grande partie de son infrastructure. Les pétroliers. L'ONI navigue désormais chaque été et parfois même en hiver de la Sibérie septentrionale à la Chine en traversant l'Arctique. Cette énergie ne peut être transportée sans navire. En soutenant la navigation arctique, la Chine sécurise ses approvisionnements en ressources dont elle dépend déjà. Il y a aussi la diplomatie. La Chine a obtenu le statut d'observateur au Conseil de l'Arctique en 2013, ce qui l'intègre à l'instance principale qui régit la coopération arctique. Depuis, elle finance des stations de recherche, des expéditions scientifiques et des études sur le climat polaire. Sur le papier, il s'agit de science. En pratique, cela renforce sa présence, son expérience et sa légitimité. La Chine a investi massivement dans le brise-glace. Il y a 20 ans, elle n'en possédait aucun. Aujourd'hui, elle exploite plusieurs brise-glaces modernes et prévoit d'en acquérir d'autres, dont un à propulsion nucléaire. Cette flotte soutient la recherche aujourd'hui, mais elle contribue aussi à l'acquisition des connaissances nécessaires aux opérations commerciales futures. Et puis, il y a la Russie. La Russie contrôle cette route. La Chine a besoin d'y accéder. La Russie a besoin de fret d'investissement et de partenaires, surtout depuis que les sanctions occidentales ont réduit ses options. Leurs intérêts convergent presque parfaitement dans l'Arctique. La Russie fournit des brise-glaces des permis et le contrôle des côtes. La Chine fournit les navires, les capitaux et une demande à long terme.
Ensemble, ils transforment une côte gelée en un corridor commercial opérationnel. Mais ce rapprochement croissant entre la Chine et la Russie ne se fait pas isolément. Il y a aussi les États-Unis. De leur point de vue, la route arctique est rarement perçue comme un simple enjeu de transport maritime. Elle est plutôt envisagée comme un enjeu de puissance. Pendant des décennies, les principales routes commerciales mondiales ont traversé des régions où l'influence américaine directe ou indirecte a façonné la situation sécuritaire. Le détroit de Mala, l'océan Indien, la mer Rouge et le canal de Suez font tous partie d'un système que les États-Unis ont contribué à stabiliser. Ce système fonctionne, mais il concentre aussi les risques. Lorsque le commerce dépend d'un petit nombre de corridors, les perturbations se propagent rapidement. Accidents, conflits régionaux ou pressions politiques en un lieu peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie mondiale. La route arctique change la donne en créant un corridor qui ne repose ni sur des canaux étroits, ni sur des voies maritimes encombrées, ni sur des points de passage stratégiques établis de longue date. C'est pourquoi Washington envisage le transport maritime arctique sous un angle stratégique plutôt que purement économique. Une route longeant la côte nord de la Russie en dehors des voies maritimes sécurisées traditionnelles des États-Unis réduit les risques de congestion et atténue la dépendance à une route unique. La motivation de la Chine est cependant bien plus simple. Elle ne conteste pas la souveraineté de la Russie dans l'Arctique et n'y renforce pas sa présence militaire. Elle accepte les cadres juridiques existants, reconnaît l'autorité russe sur la route maritime du Nord et opère grâce à des permis des réglementations et l'escorte de brise-glaces. Cette approche relève de la participation, non de la confrontation. La route de la soie polaire n'a pas pour vocation de remplacer les corridors existants, mais de garantir des alternatives en cas de perturbation. En ce sens, la stratégie arctique de la Chine ne vise pas à défier les États-Unis, mais à se préparer à un monde où la géographie commerciale a profondément évolué. Sur une carte, la route arctique paraît pourtant simple et dégagée. En réalité, c'est l'un des environnements les plus exigeants pour le transport maritime commercial. La glace est un problème majeur, mais pas le seul. Même en été, la banquise arctique ne fond pas uniformément. On trouve des étendues d'eau libre à côté d'épaisses banquises dérivantes. Le vent et les courants peuvent entrepousser la glace dans des zones qui semblaient dégagées quelques jours auparavant. Les images satellites sont utiles, mais elles ne suppriment pas l'incertitude. C'est pourquoi la plupart des navires empruntant la route maritime du Nord dépendent encore de l'escorte de brise-glace. La Russie exploite la plus grande flotte de brise-glace au monde, comprenant des navires à propulsion nucléaire capables de fendre plusieurs mètres de glace. Ces navires ne se contentent pas de dégager des voies maritimes, ils régulent le trafic. Si les conditions de glace se détériorent, les convois ralentissent ou s'arrêtent complètement. Sans oublier la conception des navires. Les porte-conteneurs standards sont conçus pour la haute mer, pas pour la glace. Pour résister aux conditions arctiques, ces navires nécessitent des brise-glaces renforcées des hélices protégées et des systèmes fonctionnant par grand froid. Leur construction et leur exploitation sont plus onéreuses. Pour de nombreuses compagnies maritimes, cet investissement initial dépasse les économies saisonnières. Les conditions météorologiques constituent un autre facteur aggravant. L'Arctique est sujet à des brouillards soudains, des vents violents et des tempêtes rapides. La visibilité peut se réduire à néant sans prévenir. Les vagues dans les eaux arctiques libres de glace peuvent rivaliser avec celles de l'Atlantique Nord. Et contrairement aux latitudes plus basses, la marge d'erreur est infime. Les communications représentaient autrefois un point faible majeur. Les satellites traditionnels peinent à fonctionner aux hautes latitudes. Les zones blanches rendaient la navigation arctique périlleuse. La situation s'améliore grâce au déploiement par la Russie et la Chine de systèmes de satellites en orbite polaire. Mais la fiabilité reste inférieure à celle des routes maritimes mondiales. La route arctique n'a pas besoin de remplacer le canal de Suez pour avoir une réelle importance, car le commerce mondial ne repose pas sur un simple changement de cap. Ce qui influence réellement les échanges, c'est la flexibilité des options offertes aux entreprises et l'Arctique en introduit une nouvelle à cette échelle. Suez restera l'épine dorsale du transport maritime Asie-Europe car il fonctionne toute l'année, gère des volumes considérables et soutient des réseaux logistiques mondiaux parfaitement rythmés.
Rien dans l'Arctique n'atteint aujourd'hui ce niveau de fiabilité et aucun planificateur sérieux ne s'attend à ce que cela change dans un avenir proche, mais la fiabilité n'est qu'un facteur parmi d'autres. Les compagnies maritimes ne modifieront pas systématiquement leurs itinéraires, mais elles le feront de manière sélective lors des pics de demande, des perturbations et des périodes de forte hausse des coûts du carburant ou des risques sécuritaires. Cette utilisation sélective est précisément le mécanisme d'évolution des systèmes commerciaux. Il ne s'agit pas seulement du recul des glaces ou de la migration des navires vers le nord. Il s'agit de la manière dont le commerce mondial s'adapte à une planète en mutation, des bouleversements liés au changement géographique et de l'avantage stratégique que les États prévoyants obtiennent. La route arctique existe car le changement climatique l'a imposée. Le rôle de la Chine est crucial car elle l'a anticipé et a bâti sa stratégie en conséquence. La véritable question n'est donc pas de savoir si l'Arctique remplacera Suez, car ce ne sera pas le cas. La véritable question est de savoir si le commerce mondial peut se permettre d'ignorer les nouvelles routes lorsque les anciennes se révèlent à nouveau vulnérables. J'aimerais maintenant connaître votre avis. La route arctique est-elle une adaptation judicieuse aux nouvelles réalités ou un pari risqué dans un environnement fragile? Le commerce mondial doit-il l'emprunter avec prudence ou l'éviter complètement? Et si vous dirigiez une entreprise de transport, une livraison plus rapide, justifierait-elle les risques encourus? Partagez votre avis dans les commentaires et dans les